Ettore Sottsass était un des plus grands designers du XXe siècle. Italien, connu pour sa fougue et sa radicalité dans son travail, c'était le pape du design. Et il a déclaré ceci: le design, c'est fait pour discuter. J'aime bien cette phrase. Moi qui aime par-dessus tout discuter dans les musées, justement. Alors croyez-moi, je n'ai pas hésité une seule seconde quand Laure Choquer, une designer passionnée par son métier et créatrice d'un podcast référence sur le design, m'a proposé de m'emmener au Musée des Arts Décoratifs de Paris pour faire la visite des collections permanentes. J'allais pouvoir enfin discuter design avec une designer. Et si on est allé dans ce musée, c'est que Laure est complètement folle du MAD. D'ailleurs, entre nous, il n'y a rien de mieux que de visiter un musée avec une passionnée. C'est le meilleur audioguide possible. Elle vous transmet à la fois l'information, la curiosité et la sincérité en prime. Pour moi, c'était également une occasion unique de redécouvrir ce musée créé en 1864 et qui présente une des plus grandes collections d'art décoratif et d'art appliqué au monde. À l'image d'un objet design réussi, ce musée allie le beau et l'utile. Situé dans le Palais du Louvre, le long de la rue de Rivoli, entre les jardins des Tuileries et la place du Palais Royal, le Musée des Arts Décoratifs de Paris expose tout le génie des artistes et des artisans du Moyen-Âge à nos jours. Et en naviguant entre les 7 étages du musée, on a cette sensation unique et enivrante de pouvoir passer, juste en poussant une porte, d'un siècle à un autre, d'un salon du XVIIIe à un intérieur art déco. Alors pendant plus de 2 heures, j'ai suivi Laure pas à travers les 6000 mètres carrés de ce musée, et elle m'a transmis sa passion, pour un métier, un savoir-faire, des techniques et des matières. Après cette visite, quand je suis revenu chez moi, j'avais une envie irrésistible de redécorer mon appartement. Après avoir changé la lampe de place, j'ai voulu changer le papier peint. Ensuite, je m'imaginais un chandelier à côté de mon lit et un fauteuil Art Nouveau devant mon bureau. En fait, c'était très simple. Je crois que j'avais juste envie d'utile et de beau. Eh ben oui, on se trouve au musée des Arts Décoratifs aujourd'hui. Moi, c'est un musée qui m'a fascinée. La première fois que je l'ai visité, je devais avoir 15-16 ans, quand j'étais au lycée, déjà en option art appliqué. Et là, c'est drôle, tu vois, le hasard fait bien les choses parce qu'on se trouve à côté de la nef du MAD. Pour moi, c'est un espace qui véhicule beaucoup d'imaginaire, que j'ai pu voir vide, que j'ai pu voir aussi avec une exposition sur Joe Colombo, un de mes designers italiens préférés qui m'a vraiment marqué dans mes études. C'est pas tant une œuvre qui est dans le musée qui me marque, mais c'est aussi son architecture. En plus, il y a les bureaux au-dessus, tu vois, là on peut voir les gens, cette grande verrière qui donne une lumière très particulière. C'est majestueux, cet espace est même vide en fait, il se suffit à lui-même. Et puis on est aussi devant une œuvre de Ron Arad. Alors Ron Arad, c'est un designer anglais super connu dans les années 80, un designer un peu punk. Et j'ai eu la chance de lui serrer la main une fois quand j'étais en stage à Londres aussi, à la fin de mes études. Une de ses premières œuvres, c'est le siège Rover, un siège de voiture qu'il a détourné en fait pour faire un fauteuil. Et c'est une des pièces qui s'est vendue aux enchères les plus chères dans l'histoire du design. On se rapproche de l'art. C'est ça, et pourtant c'est du do-it-yourself en fait, tout le monde peut faire ça. C'est génial, et c'est du design et c'est exposé dans un musée. Voilà, on se trouve pas face à Rover, on se trouve devant une autre œuvre, mais c'est pas seulement Ron Arad aussi. C'est Gerrit Rietveld qui a fait la chaise en bois zigzag. Cette chaise, elle a pas 4 pieds, juste des planches de bois tiennent la chaise d'un seul tenant. Moi, je trouve que voilà, c'est une pièce iconique de l'histoire du design. Qu'est-ce que c'est ta définition du design à toi ? J'ai coutume de dire que c'est une discipline indisciplinée. Parce que justement, on la met pas dans des cases. Effectivement, là aujourd'hui, on est dans un musée. Mais pour moi, le design, en fait, c'est dans notre vie de tous les jours. Notre design, on l'a dans une poche avec nos smartphones. On l'a aussi dans les transports en commun. Quand on s'assied dans le métro, il y a des gens qui ont passé à la circulation, quoi qu'on en dise d'ailleurs. Pour moi, le design, ça fait partie de notre quotidien et c'est pas forcément quelque chose de matériel aussi. C'est de l'immatériel, une application sur un téléphone. La façon dont on va déposer une lettre à la poste, tout ça, c'est du design de service. C'est quelque chose qui nous facilite la vie ?
Et c'est quelque chose qui peut être beau aussi, qui peut sublimer des formes et sublimer des services presque. Comme les œuvres d'art, exactement. Le design, pour moi, ça me fait penser toujours au mot dessin. Et oui, effectivement, je t'ai pas donné ce mot dans la définition, mais l'étymologie du mot design, en fait, ça vient du latin designare, qui est un mix entre le dessin IN, donc une esquisse, un croquis, mais qu'on dessine dans un but, donc dessin EIN. Ah, très bien. Voilà, c'est ça l'étymologie du mot design. On dit « ah, c'est design », mais en fait, le design, c'est beaucoup plus qu'un adjectif. Et toi, Laure, cette passion pour le design ou le dessin, enfin finalement tout est lié, ça remonte à quand ? Ça remonte depuis que je suis toute petite en fait. Ouais. Mes parents me disent, apparemment quand j'avais 4 ans, 5 ans, je disais que je voulais faire des choses belles et utiles. Alors ça rejoint la définition, un peu le slogan du musée où on se trouve aujourd'hui. Mais j'ai toujours dessiné, j'ai toujours fait des collages. J'ai la chance d'avoir eu des parents aussi qui m'ont amenée dans des expositions quand j'étais petite. Donc ouais, c'est quelque chose que je porte en moi depuis que je suis gamine. Ouais, c'est vrai, pour moi le design c'est vraiment quelque chose qui est viscéral. C'est ma passion. Ouais. Est-ce que tu comblais un besoin de créer, de t'exprimer avec ces matières, avec ces formes, ces dessins ? En fait, quand j'étais petite, oui, c'est vrai que j'étais assez timide. Et je pense que je voyais ça vraiment comme un exutoire, quoi, le dessin et la couleur aussi. Il y a une prof de maternelle qui avait dit à ma mère, on avait eu un exercice sur les couchers de soleil. Et apparemment, j'avais fait un truc de fou avec des couleurs et tout. Et la maîtresse avait dit à ma mère, faut pas la lâcher sur ça parce qu'il doit y avoir quelque chose, quoi. Oui, je pense que de toute façon, l'art, c'est un moyen d'expression. En fait, ce qui est fantastique avec le design, c'est que c'est de l'art appliqué à la technique. C'est pas de l'art plastique. En fait, on applique quelque chose de sensible à quelque chose de très rationnel. Et quand on fait du design, en fait, on crée pour les autres. Oui, il y a une part de générosité. On pense au collectif quand on veut designer un objet. C'est ce que je te disais au début, le design, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être concevoir une organisation aussi. Faire en sorte que les gens dans une équipe, ça marche bien, ça s'entend bien, débloquer des situations. Moi, j'ai coutume de dire que le designer, c'est un facilitateur de la technique et c'est un médiateur aussi. Tu emploies le terme de médiateur. Est-ce que tu penses que le design est un médiateur vers l'art ? C'est une super question que tu me poses là. Pour moi, c'est plutôt l'art qui est un médiateur du design, puisque le design, à l'origine, par exemple, c'est le mobilier de Boulle. Donc Boulle, c'était l'ébéniste de Louis XIV à Versailles. C'est d'ailleurs toujours le nom d'une école parisienne très réputée qui a des formations en design, en ébénisterie, l'école Boulle. C'est quelque chose qui m'a marqué dans mes premières visites. Je veux dire, quand tu vois des cabinets en marqueterie avec des dorures et tu te dis mais waouh, mais en fait ça, c'était chez les gens. C'était le cabinet Ikea de l'époque. On arrive devant un cabinet en marqueterie qui est incroyable. Autour de 1670, avec du sapin, du noyer, du tilleul. Moi, la marqueterie, c'est vraiment quelque chose qui me fascine parce que, en fait... Excuse-moi, qu'est-ce que c'est la marqueterie ? Ah oui, la marqueterie. Alors la marqueterie, c'est une technique d'ébénisterie, de plaquage de plusieurs essences de bois. C'est une technique décorative. Par exemple, on se trouve face à cet objet où il y a des essences de bois qui forment des motifs de fleurs, d'oiseaux. On aperçoit même de la nacre, tu vois, qui brille un petit peu. C'est des corbeilles de fleurs, en fait. Et donc, du coup, c'est la décoration des portes et des tiroirs de cet objet face auquel on se trouve. Et donc, on ne pouvait pas se passer de beauté dans l'utile, là, avec ça. C'est assumer et représenter un statut social. Donc, il fallait que ce soit tout sauf minimaliste, qu'on montre qu'on avait de l'argent. Il y a ce côté ostentatoire, presque. Et c'est une œuvre d'art en soi, parce qu'il faut imaginer le temps que ça a pris aux personnes qui l'ont réalisé aussi. Et c'est une pièce unique. Je pense pas qu'il y avait cette question de répétition comme dans l'industrie du design qu'on trouve aujourd'hui. Ce qui me fascine, c'est qu'un objet qui date de 1670 soit devant nous sans aucun accroc. En fait, au départ, c'est des objets qu'on a dans sa maison, c'est des objets qu'on utilise. Et ce que j'ai toujours trouvé frustrant dans les musées, pour des raisons de conservation bien sûr, on ne peut pas toucher. Il y a des musées qui font des journées spéciales avec des conservateurs qui enfilent leurs gants blancs et qui vont venir ouvrir devant les visiteurs les objets. Et là, c'est génial parce qu'on comprend à quoi ça sert. Et c'est quelque chose, je trouve, qui devrait être beaucoup plus développé.
Bon, on continue notre sens de la visite. Laure, on a monté un étage, on est toujours dans les collections du musée, on est toujours dans cette période du XVIIe, XVIIIe. C'est la période Louis XIV, Boulle dont on parlait tout à l'heure. Là, on s'est arrêté devant une console avec 5 étagères qui nous présentent des tout petits objets, des pots à tabac, des flacons de parfum, des personnages en faïence, très délicats. Et on a l'impression que ces objets ont été conçus simplement pour être des objets sans fonction presque, tellement ils sont travaillés. En fait, on se retrouve devant une vitrine qui est presque cachée, hein. Enfin, si on ne l'aperçoit pas, on peut la louper, qui contient exclusivement des flacons, des objets de cosmétiques. Alors, il y a aussi des objets pour la cuisine, mais en fait, ce sont que des contenants. Il y a aussi des boîtes, là, franchement, on se disait ensemble, on dirait une boîte de chocolat. Et en fait, c'est des boîtes à mouches. C'était les petits grains de beauté, les faux grains de beauté qu'on se mettait sur le visage. Tout est question d'apparence avec ces objets parce qu'ils sont beaux et ils servent à nous rendre beaux. Et puis il y a aussi des soufflets à perruque. On s'est posé la question tous les deux de ce que ça pouvait être. Et on se retrouve devant un soufflet en cuir pour poudrer les perruques. Quand on lit le cartel, on peut s'imaginer les gestes que les gens faisaient à l'époque et pourquoi ça a cette forme. Si ça a une forme de soufflet, c'est que c'est attribué à une fonction. Et c'est ça, le design aussi. Et c'est donc en même temps une histoire de la vie quotidienne. Quand on regarde cette étagère avec tous ces objets, on prend un peu plus conscience du quotidien. Alors du quotidien d'une certaine classe sociale, évidemment, qui avait les moyens d'avoir ces objets, ces mouches ou ces perruques. Mais c'est une histoire de la vie quotidienne qu'on nous donne à voir. Flaconi, étui gainé de cuir, galucha, écaille ou nacre. On vient de comprendre qu'il y avait des objets qui étaient faits en peau de requin. Alors ça, c'est quelque chose aussi qui m'a marqué dans mes premières visites. Quand j'étais petite, j'avais déjà vu ça, et des meubles en peau de requin. Et c'est vrai que je me suis dit, mais waouh, ça veut dire que du coup, on tuait des requins pour prendre leur peau, enfin comme le cuir, quoi, comme les vaches. Mais sauf que là, le requin, c'est encore plus précieux, hyper ostentatoire. La peau du requin, elle va avoir une granularité particulière, elle va créer un motif très spécifique. Comme les différents cuirs, par exemple les cuirs d'autruche, ça a des petits points. C'est un matériau qui est décoratif en soi, on n'a rien besoin de faire. Et ça s'appelle le galucha, la peau de requin. Et ça d'ailleurs, peau de requin aussi. Flaconi, étui gainé de cuir, galucha, écaille ou nacre. On rentre dans une pièce où il y a une succession de fauteuils, sûrement du 18e d'ailleurs, parce que les pieds sont tout petits. Et c'est impressionnant comme façon d'exposer. En fait, ce qui est frappant quand on entre dans cette pièce, c'est qu'il y a des fauteuils qui sont en randonnion, ils sont tous différents. D'ailleurs, il y a des fauteuils où on voit juste la structure en bois. Il y en a qui sont déjà remplumés. Ils sont de plein de couleurs différentes sur un fond noir. Et il n'y en a aucun qui touche le sol. Même la rangée du bas, on est face à 2 rangées, il n'y en a aucun qui touche le sol. Alors, outre le do not touch, on comprend bien qu'on est dans un musée et qu'en fait, on est face, certes, à des sièges, mais aussi à des œuvres d'art. Sur cet espace-là, en fait, c'est qu'on voit toutes les étapes de fabrication des sièges. On va être face à des structures en bois, donc on peut voir tous les différents assemblages, on a le dossier, on a les accoudoirs, l'assise, les pieds, et on voit que certaines parties ne sont pas du tout sculptées, pas du tout travaillées. Donc on comprend plus tard qu'il y aura du rembourrage et il y aura du tissu. Ensuite, on a un deuxième modèle où effectivement, l'action du rembourrage, elle a été faite par le tapissier ou la tapissière. Il a mis une toile blanche sur la structure en bois qu'il est venu clouter. Donc ça, on va pas pouvoir non plus le voir parce que les petits clous, etc., ça correspond pas aux arts décoratifs, c'est pas assez ostentatoire et c'est pas assez décoratif. Et d'ailleurs, ça me fait penser un peu à la mode. On a une structure qui est une structure du mannequin, du corps, on choisit un premier tissu qui est une toile blanche, et puis après, on va savoir avec quel tissu on veut faire le vêtement. Là, par exemple, on est face à un velours mordoré, couleur moutarde. Clairement, on sait que le siège, ça y est, il est prêt à être livré à son commanditaire, quoi. Bonjour. On continue la visite, mais sur notre chemin vers le moderne et le contemporain, en venant de Louis XIV, on croise le duc de Bordeaux et son berceau. C'est un peu dingo.
Ouais, on vient d'entrer dans la partie 19e des collections permanentes et là, c'est un objet hallucinant. Presque on dirait une baignoire tellement c'est gros. On voit qu'il y a du tissu à l'intérieur qui a été retapissé. Il y a des dorures partout, il y a de la marqueterie comme des grosses pièces de monnaie avec des décors de harpe. Il y a un ange qui forme la tête du berceau et qui tient dans ses mains une corne d'abondance en bois doré. C'est hallucinant. Et bien sûr, le piétement du berceau, c'est du marbre, hein, parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et là, on est très loin de nos berceaux actuels. Ah ben là, clairement, en plus, j'ai l'impression que c'est un berceau qui est immobile. Alors que souvent, le berceau, ben justement, si ça s'appelle berceau, c'est que ça vient du verbe bercer. Donc il y a ce mouvement qui est inhérent à l'objet, et là, il n'y est pas du tout. C'est quelque chose de super statique, quoi. On te dit dès ta naissance que va falloir que t'assures, parce que dans un berceau pareil, avec un angelot au-dessus de ta tête qui tient une corde d'abondance pleine de fruits, avec les petites feuilles de l'ananas au-dessus, ouais, va falloir que t'assures dans ta carrière de duc, quoi. C'est une partie, donc on appelait ça moderne et contemporain, donc 20e et 21e siècle. Ce qui est épatant, c'est que le musée des arts décoratifs s'est renommé, enfin il y a eu une grosse refonte de leur identité. C'est devenu le MAD, donc le musée fou d'objets, parce que MAD en anglais ça veut dire fou, mais c'est aussi le musée des arts décoratifs, le musée des arts et du design. On passe du 19e au 20e siècle et on comprend qu'on rentre dans la production sérielle. On passe de pièces uniques, pièces d'artisanat d'art, à des pièces qui vont pouvoir être produites en plus grande quantité. Il y a un switch, la révolution industrielle est passée par là, et là, on est en plein dedans. Il y a des nouveaux objets et il y a une nouvelle façon d'exposer même dans le MAD. Donc on expose les nouveaux objets de l'époque moderne contemporaine en fonction de thématiques et non plus d'une façon chronologique comme c'était avant. Et on comprend ce que c'est le travail de commissaire d'exposition. C'est-à-dire qu'on va choisir le commissaire ou la commissaire, ou on peut aussi dire curateur. C'est une personne ou plusieurs qui sont des historiens du design, des historiens de l'art, qui vont choisir plusieurs pièces entre elles, non pas pour leur date de fabrication ou de création, mais pour les liens qu'elles peuvent tisser entre elles à travers des thématiques. Donc là, par exemple, une des premières salles, la thématique, c'est rêve et fantaisie. Du coup, on va traverser un parcours d'objets qui, a priori, en termes de date, n'ont rien à voir entre eux, mais la thématique fait que, si, on peut trouver des correspondances entre tous ces objets. Bon, ça il faut que j'en parle, parce que... On rentre dans une salle maintenant qui s'appelle Memphis. Elle te plaît énormément, cette salle? En fait, Memphis, c'est un mouvement de design italien contestataire qui a trouvé ses fondements dans les années 80. Pourquoi ça s'appelle Memphis? Grâce à une chanson de Bob Dylan, The Memphis Blues Again. Là, on est face à une bibliothèque d'Ettore Sottsass. Ettore Sottsass, d'ailleurs, qui a dit que le design était fait pour discuter. Et c'est le motto de cette journée. On est à l'opposé total de ce qu'on a pu voir dans les premières parties. On passe du XIIIe siècle aux années 80, parce que là, on est carrément sur des étagères qui sont en diagonale pour mettre des livres. En fait, cette bibliothèque, c'est une pièce manifeste du mouvement Memphis. On retrouve les codes des arts décoratifs. On est sur une bibliothèque, sur une étagère. On est aussi en face d'une œuvre d'art, parce que toutes les planches ont des couleurs différentes. Il y a des intégrations de motifs. Le seul élément un peu fonctionnel de cette pièce, c'est 2 tiroirs rouges au centre. Enfin, moi, je dis que c'est une bibliothèque. Ça me paraît logique, mais on peut mettre ce qu'on veut dessus, voire même, et c'est là que l'objet devient manifeste, ne rien y mettre, parce que l'objet, c'est une sculpture presque. On n'est plus du tout dans quelque chose de figé, voilà, comme je disais tout à l'heure, il y a des étagères en diagonale, des formes géométriques, une succession de formes géométriques, de couleurs. Et puis bon, c'est un peu rigolo de dire que c'est contestataire, comme Ron Arad d'ailleurs qu'on a cité au début, parce que c'est des pièces qui sont extrêmement chères. Donc c'est des pièces punk, mais que très peu de personnes peuvent s'offrir.
On vient de prendre l'ascenseur pour monter du 5e au 7e. Il y avait un endroit pour terminer notre visite où tu voulais absolument venir voir la bibliothèque du siège. C'est l'un des endroits dont tu te souviens le plus dans ce musée où tu es venu la première fois. Je me souviens déjà cette forme de bibliothèque de siège à l'époque. C'était ça la scénographie, c'était un grand gâteau à étage blanc sur lequel étaient disposés des sièges et on pouvait faire le tour. Et là, on a des sièges les uns à côté des autres mais qui sont surélevés et qui sont sur des étagères de bibliothèque. C'est un peu l'objet dans un objet. On va pas pouvoir emprunter ces sièges comme on emprunte des livres à la bibliothèque, mais on peut se retrouver face à des objets qui sont vendus encore aujourd'hui dans des boutiques. Moi je trouve que ça invite aussi à aller dans des galeries, dans des boutiques, à s'asseoir sur ces sièges. Ce qui est, je trouve, fantastique dans ce musée, on en a parlé tout au long de la visite, c'est pas tant les formes des objets, mais les formes qui induisent une fonction. Et c'est ça, moi, que j'adore dans ce musée. J'adore y venir parce que pour moi c'est une source d'inspiration. J'aime à m'imaginer les gestes que les gens vont pouvoir avoir en utilisant ces objets. C'est ça qui est intéressant et c'est ce qu'on comprend au fil de la visite. Une forme induit une fonction. Et là, on est dans le design. Je rappelle que c'est à la fois le musée des arts décoratifs, mais à l'intérieur, il y a aussi le musée de la publicité et du graphisme. Il y a le musée de la mode et du textile. Il y a la galerie des jouets. Il y a les bijoux. Toute la partie consacrée au verre, au papier peint. Les arts décoratifs, c'est très large et c'est plein d'objets, de formes, de dessins, de lignes, de couleurs. Et là, on a eu envie de s'arrêter dans cette pièce pour finir parce qu'il y a une vue magnifique dans un angle de ce musée où on voit derrière les fenêtres les Invalides, la Tour Eiffel, on voit le Trocadéro, le Grand Palais, on voit le pont Alexandre III et on se rend compte que ce musée, il permet de mettre en valeur aussi bien l'extérieur et tous les monuments de Paris qui ont l'air d'être des objets de design en fait. C'est ça, en fait, on boucle la boucle parce qu'on se retrouve devant la chaise zigzag de Gerrit Rietveld, mais sans l'intervention de Ron Arad. Comme tu le disais, on est face à une vue où les musées se répondent. On est à le Louvre, on a le Grand Palais. Tous ces musées-là, l'architecture, ça fait aussi partie du design, une discipline du design, et on est face à une œuvre d'art d'urbanisme. C'est pour ça que Paris, moi je suis pas parisienne, mais Paris a autant de succès auprès des touristes et que c'est certainement l'une des plus belles villes du monde. C'est qu'on est face à notre patrimoine, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Le MAD est un musée incroyable qui rassemble une des plus grandes collections d'art décoratif au monde. Meubles, céramiques, bijoux, design, textile, une mise en lumière exceptionnelle sur le savoir-faire des artistes et des artisans. Mais pas seulement. On peut l'imaginer aussi comme un lieu de vie. Car oui, après avoir visité les collections permanentes et temporaires, vous pourriez participer à un atelier d'art plastique, puis passer vos documenter à la bibliothèque, et enfin vous perdre dans la librairie boutique du musée où vous repartirez certainement avec un objet unique et insolite. Et puis, évidemment, plongez-vous dans l'univers du design en écoutant les intervenants passionnés du podcast Dessin, réalisé par Laure Choquer. Son podcast est disponible sur toutes les plateformes d'écoute et c'est le premier podcast qui parle de design.